Voilà, écoutez, les 5 minutes traditionnelles qu'on accorde pour les éventuels retardataires sont passées, donc il est 18h35 pile. Je vous propose donc de démarrer cette réunion. Je voudrais évidemment vous saluer toutes et toutes, vous remercier d'avoir bien voulu venir assister à cette réunion de présentation du site patrimonial remarquable. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Bruat, qui est architecte du patrimoine et qui, en fait, représente le groupement qui a travaillé sur l'élaboration de ce site patrimonial remarquable. Nous avions d'ailleurs, j'ai été accompagné par Christophe Schenacker aussi, nous avions été défendre ce dossier, pour la petite histoire, le 1er décembre 2023 à Paris, en compagnie de l'architecte des bâtiments de France également, qui entre-temps est parti sur, je ne sais plus, Chartres, ou Blois, enfin peu importe. La Rochelle, oui, donc bon, c'est pas très loin, et mais qui nous avait évidemment accompagnés aussi sur la création de ce site patrimonial remarquable. Alors, il s'inscrit aussi en parallèle avec la révision du plan local d'urbanisme que nous sommes en train de mener. L'idée, c'est évidemment, et vous le comprendrez tout à l'heure, c'est de superpositionner ces deux nouvelles révisions, donc la révision du plan local d'urbanisme et cette création du site patrimonial remarquable. Alors, il a plusieurs intérêts, ce SPR. C'est tout d'abord, évidemment, protéger le patrimoine, les éléments historiques, architecturaux, urbains du territoire, qui présentent un intérêt public. La valorisation des caractéristiques uniques d'un lieu, quel que soit historique, artistique ou naturel, et qui contribue bien sûr à la préservation de l'identité locale. La gestion de la réglementation, alors ça c'est un point important parce que le SPR, vous le voyez tout de suite à l'écran, hein, vous le voyez sur la partie gauche, on avait la protection du patrimoine actuel et ce qu'on veut faire à l'issue de ce SPR. Vous voyez qu'avant, certains d'entre vous ont cette notion 500 mètres autour d'un élément inscrit historique ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Donc on avait un périmètre de 500 mètres. Donc c'est ce qui est bien représenté sur la gauche de cette diapositive. Et vous voyez comment on veut réduire ce périmètre, être beaucoup plus précis et permettre aussi à un moment donné d'éviter, parce qu'on est à 480 mètres d'un monument inscrit à l'inventaire des monuments historiques, d'être un petit peu embêté. Peut-être les uns ou les autres d'entre vous l'ont été, être embêtés par des problématiques de l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est vrai que ça nous permettra de faciliter en tout cas le cadre réglementaire lorsque nos concitoyens qui habitent dans ces périmètres viendront déposer des permis de construire, des déclarations de travaux. Ce sera beaucoup plus simple pour nous de donner des réponses adéquates. Ensuite, on a aussi un volet éducation-sensibilisation. C'est vrai que ces sites patrimoniaux remarquables jouent un rôle éducatif en sensibilisant le public à l'importance de la conservation du patrimoine. On essaiera aussi, et Isabelle Masson, la première adjointe, est dans la salle avec d'autres collègues, je voudrais évidemment les saluer. On voudra aussi faire en sorte qu'on puisse, au niveau des écoles, travailler sur ces notions-là de valorisation du patrimoine. Je pense que c'est important aussi pour que nos enfants y soient sensibilisés. Et enfin, l'attractivité touristique. Alors c'est vrai que on a la chance aussi d'avoir Louise avec nous, donc Louise Young, qui est membre du conseil municipal et qui a ses heures perdues, entre autres, de toutes ses occupations, est notre guide touristique et elle organise tous les étés des promenades nocturnes à travers Sarre-Union et la Villeneuve. Et je voudrais aussi te remercier, Louise, parce que ces balades nocturnes permettent évidemment aussi de faire en sorte que nous, Sarre-Unionnais, on puisse s'approprier certains éléments parce qu'on passe devant, mais on ne se rend pas compte forcément de la valeur architecturale qu'ils représentent, mais aussi évidemment de permettre de faire connaître à nos concitoyens du territoire de l'Alsace-Bossu et aussi de la Proche-Moselle des spécificités, des richesses de notre patrimoine. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-Christophe Bruat, parce que c'est lui le grand spécialiste
Et donc, il va vous faire une présentation. Et à l'issue de cette présentation, donc il y aura évidemment questions-réponses. Nous sommes là, évidemment, pour répondre à vos différentes interrogations. Voilà. Jean-Christophe. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents aussi nombreux autour de cette thématique. Donc, en effet, je représente le groupement d'études en tant que mandataire. Donc, j'étais également accompagné d'un paysagiste, Gabriel Milochaud, et également d'un urbaniste, le groupement Section Urbaine, et donc dans le cadre de l'analyse et de la procédure de site patrimonial remarquable. Alors, un point d'étape, il y a eu déjà différentes phases qui nous ont amenés à ce stade, et il y a encore d'autres phases qui vont suivre. Alors, ce qui a déjà été fait, la première étape d'un site patrimonial remarquable, on avait démarré par une étude précise du patrimoine bâti, que j'avais l'occasion de connaître déjà depuis un certain temps par rapport à l'intérêt que je portais sur ces deux centres historiques. Et donc, l'analyse fine de ce territoire, de manière à pouvoir définir un périmètre de ce qui est intéressant, de ce qui est le plus intéressant sur le territoire communal. Et donc, cette étude aura permis de proposer un périmètre spécifique. Ce périmètre, on est en effet allé le présenter au ministère de la Culture à Paris, devant une commission, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, et qui a validé cette proposition de périmètre. Et donc, j'aurais dû rectifier, c'est vrai, protection du patrimoine actuel, en fait, on est déjà sur le périmètre de droite, donc suite à l'enquête publique qui a eu lieu l'année dernière, à l'été 2023, qui a permis de valider donc, et de mettre ensuite, avec un arrêté spécifique, le nouveau périmètre de protection du patrimoine. Donc ça a l'avantage de libérer le reste du territoire, ce qui est en dehors de ce périmètre, et donc libéré de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et il y a une concentration de cette expertise sur le territoire qui est en soi défini le plus intéressant. Et on va le voir, tout l'intérêt aussi, en plus de ce périmètre, c'est ensuite d'avoir un document de gestion. Donc là, nous sommes dans cette phase où, après avoir fait un diagnostic plus détaillé du périmètre, eh bien, on est en train de mettre en place un outil de gestion qui s'appelle le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, et qui intègre notamment un règlement graphique et un règlement écrit, qui va permettre, une bonne fois pour toutes, d'écrire ce que l'on peut faire ou ne pas faire à l'intérieur de ce périmètre. C'est vrai qu'avant, c'était toujours complexe. Il fallait demander, ça dépendait de tel type de bâtiment, de tel type aussi, parfois d'ABF, puisque les architectes des bâtiments de France n'avaient pas forcément la même vision en termes de travaux autorisés ou non. Et donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir ce document partagé, accepté par tous, de manière à définir les contraintes, ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Et ça permet du coup, en amont, avant de faire une demande, de consulter ce document et d'avoir ces informations et du coup beaucoup plus facilement avoir l'autorisation en termes de travaux. Alors bien évidemment, le fait d'écrire précisément les choses, ça pourrait être compris comme une contrainte supplémentaire. En réalité, la contrainte, elle existait déjà. La contrainte, elle existait déjà, et on n'est pas sur des contraintes supplémentaires, on est sur une clarification de ces contraintes, de manière à ce qu'on puisse savoir en amont, dans le cadre d'un projet, ce qu'on peut faire ou non, et l'objectif, c'est vraiment de moduler les contraintes en fonction de la qualité du bâti. Donc, ce que je vous propose, en termes de présentation maintenant, c'est de reprendre très rapidement la présentation sommaire. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Sarre-Union, mais des éléments un peu de développement urbain qui permettent d'illustrer le patrimoine de la ville, ce qui nous a permis d'argumenter et de faire accepter à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture le fait que Sarre-Union méritait de devenir site patrimonial remarquable, pour ensuite s'atteler au périmètre et reparler de cette question de documents de gestion,
et notamment de règlements. Alors, ce soir, c'est pas ce soir qu'on présentera un règlement, il est en cours d'élaboration. Il y aura une autre réunion publique lorsque le règlement sera défini. Et il y aura aussi une seconde enquête publique, c'est-à-dire que le dossier donc, est fait en 2 étapes, avec 2 enquêtes publiques. La première enquête publique a donc déjà eu lieu à l'été 2023, et la prochaine, à partir du moment où le règlement sera totalement figé et partagé. Et il y aura encore une fois l'occasion d'évoquer toutes ces choses-là. Donc je vous propose de nous remettre un petit peu dans le contexte. Alors, au niveau donc de ce territoire communal, ce qui fait qu'on met en place surtout un site patrimonial remarquable, c'est le nombre de monuments historiques. Vous voyez qu'il y a vraiment 17 monuments historiques sur le territoire. Donc, qui sont concentrés sur le site de Bockenheim et le site de la Villeneuve, et qui nous amenait à avoir un périmètre de 500 mètres très très important, qui est très élargi du coup, puisqu'autour de chaque monument historique, on avait ce fameux, alors on dit périmètre de 500 mètres, mais c'est un rayon de 500 mètres, hein, mais on dit toujours périmètre, c'est rentré dans le langage courant. Et donc, ça a amené en plus avec une complexité de covisibilité et de non-covisibilité, c'est-à-dire que lorsqu'on avait une visibilité entre le monument historique et puis le lieu de votre projet, votre bâtiment, votre terrain, eh bien, on avait un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, c'est-à-dire qu'un avis, on était obligé de suivre cet avis. Et lorsqu'on n'avait pas de covisibilité, donc c'était donc le responsable, donc ici en l'occurrence le maire signataire, hein, donc de l'autorisation d'urbanisme, qui pouvait éventuellement passer outre à partir du moment où c'était un avis simple. Mais l'avis conforme ne pouvait pas être passé, on ne pouvait pas passer outre de cet avis conforme. Et donc du coup, la richesse en tout cas de ce patrimoine, dans cet ensemble de monuments historiques, l'objectif c'est bien de se concentrer sur ces éléments les plus intéressants et de clarifier aussi, c'est-à-dire que l'avis est conforme à l'intérieur du SPR, mais entre guillemets, alors on ne peut pas dire en échange, mais pour alléger le reste, on est du coup sur un allègement donc, de ce qui est en dehors du périmètre. Alors sur l'attention de ce patrimoine bâti, beaucoup de monuments historiques, on a dû présenter donc à cette commission à Paris un diagnostic patrimonial qui présentait l'analyse historique. Donc je vous présente simplement rapidement la méthodologie, hein, sans rentrer trop dans le détail, avec les diagnostics paysagers et urbains, diagnostic architectural, les problématiques aussi. Et puis, on a également donc fait la proposition ensuite du périmètre, qui était à la fois le périmètre de SPR et de périmètre délimité des abords, PDA. C'est-à-dire que, pour simplifier, on ne fait qu'un périmètre qui concerne les monuments historiques et le site patrimonial remarquable. On ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est des choses administratives un peu plus complexes, voilà. Mais cette procédure SPR-PDA, elle est faite de manière commune avec un même périmètre. Donc, au niveau de l'analyse historique, hein, pour se remettre un petit peu dans le bain, on sait que le site était occupé dès l'Antiquité, hein, un passage important au niveau de la route du sel, passage sur la Sarre. Également au niveau du Moyen-Âge, on avait un château fort péage au niveau du pont sur la Sarre, et puis on avait une ville médiévale, tout ce qu'il y a de plus médiéval, avec des remparts, avec des tours, donc vraiment tel qu'on peut l'imaginer. On a plein de documentation qui illustrent la ville telle qu'elle pouvait être au Moyen-Âge et ensuite aussi à la Renaissance, avec le développement donc par la suite des faubourgs. Donc on a encore pas mal de vestiges du coup, hein, de certains remparts, pas forcément visibles, ils ont disparu à certains endroits, mais à d'autres, on est sur des traces encore d'éléments visibles. Et puis la ville s'est beaucoup modifiée à la Renaissance, elle était très prospère à la Renaissance. On a beaucoup de bâtis hein, du XVIe et XVIIe siècle, et même si les façades parfois ont été modifiées ensuite au XVIIIe siècle, on retrouve des traces. Donc les structures peuvent être beaucoup plus anciennes et parfois même les façades à l'arrière, ou alors la présence d'oriel, bien sûr, la maison Renaissance est une des plus emblématiques de cette période-là. On a d'autres maisons à oriel, donc pas mal d'oriel et de fenêtres Renaissance sur le patrimoine de Bockenheim. Là encore, la Villeneuve n'existe pas encore, hein, puisque c'est ensuite, lors du partage du territoire, qu'il a fallu créer une deuxième capitale. Donc la volonté de créer Neuilly-Saarwerden, puisque Saarwerden était un territoire qui a été perdu. Et donc c'était un pied de nez. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, la Sarre faisait la frontière entre 2 États. Et comme vous le savez, eh bien, Sarre-Union est née de la fusion
de ces deux villes de part et d'autre de la Sarre, Bockenheim et Neuss-Arwerden, aujourd'hui appelée la Villeneuve. La Villeneuve est caractérisée par un tracé en damier tout à fait remarquable du point de vue de l'histoire de l'urbanisme, avec des typologies tout à fait particulières, donc de belles maisons alignées, et sur l'arrière, vous avez des granges et des cours qui sont peu perceptibles donc de l'extérieur des îlots. Vous avez ensuite aussi, toujours dans l'évolution, donc on est en train de faire la topographie historique de l'évolution de ce patrimoine bâti, ce qui a permis de structurer la ville. Vous avez l'importance des religions aussi, avec la transformation de la ville ancienne, intramuros et le long des faubourgs, avec l'ensemble de couvents. Il y avait plusieurs couvents, il y a plusieurs bâtiments religieux, l'église, donc on a le collège des Jésuites également, on a la transformation, la construction de la mairie, financée par Louis XIV. Donc on a une transformation importante et une activité commerciale très forte autour de la place de la République et la place du marché aux Bestiaux. Donc on a une connexion qui commence à se faire entre ces deux noyaux historiques. La ville s'est également beaucoup développée à partir de l'annexion et l'arrivée du chemin de fer. Donc le développement s'est plutôt fait donc sur la rive gauche, sur la rive, c'est sur la rive droite, oui. La rive droite, ça coule bien dans ce sens-là. Voilà. Donc la rive droite avec la présence de la gare et tous ces faubourgs et toutes ces industries, la corderie. Donc nous on se situe ici, sur ce site important autrefois artisanal et industriel. Et donc la ville, alors que finalement du côté de Bockenheim, peu de développement à cette période-là. Donc en tout cas une petite industrie qui a beaucoup marqué l'histoire de la ville de Sarreguemines. Et le développement ensuite, vous voyez, la ville entre les noyaux anciens en rouge et l'urbanisation il y a quelques années, on avait un très fort développement. Ça, c'est caractéristique de la plupart des villes françaises où on avait pour habitude de s'étaler. C'était très serré avant dans les remparts et avec une forte densité. Et les autres typologies d'habitat, pavillonnaires, etc., les zones d'équipement, de loisirs, les zones artisanales et industrielles ont amené un fort développement. Et on voit bien que le noyau historique représente qu'une petite partie de cette surface-là. Avec ici un récapitulatif des éléments patrimoniaux qu'on peut retrouver sur le centre historique. Du point de vue paysager, on est dans la vallée de la Sarre, avec des zones également protégées. On a les IGNEF, les zones naturelles. On a donc de fait une protection qui se fait par ce cordon inondable de la vallée de la Sarre, qui procure des paysages tout à fait particuliers et intéressants, qui mettent en valeur ces deux noyaux urbains. Donc voilà, une forte présence entre ces deux noyaux et le secteur du Moulin avec son barrage. Donc on a un paysage avec des ripisylves et qui met vraiment en valeur avec des points de vue intéressants entre les deux sites et également ce cordon, ce pont sur la Sarre. Du point de vue urbain, on a un ensemble d'espaces publics intéressants. Également, donc le principal, alors c'est la place de la République, avec l'ancienne place du marché aux Bestiaux avait été amputée par le passage de la voie ferrée. Et on a donc, dans le cadre de ce diagnostic, dont je ne rentre pas trop dans les détails, mais pour vous illustrer simplement la méthodologie, analyser les différents espaces publics et leur qualité, en vue de définir quel est le périmètre proposé. L'analyse de l'évolution du tracé viaire avec le prospect des rues, c'est-à-dire la largeur d'une rue par rapport à la hauteur des bâtiments, de manière à pouvoir définir quel tissu urbain se trouve présent ici. Et on voit qu'on a une vraie clarification. Les noyaux urbains, forcément les deux plus anciens, ont un réseau viaire plus resserré, avec donc des rues plus étroites, plus de densité. Et puis on voit bien avec les différentes couleurs les autres types de tracés et de distribution de la ville. Encore une fois, la même chose que sur le parcellaire, que sur le réseau viaire, on le retrouve sur le parcellaire, où on arrive du coup bien à identifier, rien qu'à travers le parcellaire, le tissu bâti que l'on retrouve, avec des îlots caractéristiques. La composition urbaine de la Villeneuve, il y avait même un château à la Villeneuve autrefois, donc on a des bâtiments publics qui se retrouvent et qui sont valorisés autour d'axes spécifiques.
Donc l'importance des religions, on en parlait. On voit ici sur ce plan très, très intéressant du 18e, où l'on a, enfin du début du 19e siècle, où on a vraiment ce qui finalement concerne aujourd'hui notre site patrimonial remarquable, puisque c'est ce qui nous permet de définir le secteur le plus intéressant, la zone qui regroupe le plus de bâtis anciens. Et donc c'est cette analyse qui est nécessaire avant de pouvoir proposer ensuite un périmètre. On a fait la même chose sur le diagnostic architectural, en regardant à la fois la question des monuments historiques, la covisibilité aussi au niveau des monuments historiques, les points de vue que l'on a. Donc il y avait une forte... la plupart des monuments historiques n'étaient pas forcément visibles. C'était quelque chose d'assez complexe de définir la covisibilité. Ça revenait à l'architecte des bâtiments de France de dire au cas par cas qu'est-ce qui était covisible ou non. Nous avons également daté le bâti, donc avec différentes cartes là, qui permettent encore une fois de définir quel est le bâti le plus ancien, le plus remarquable. Là, vous avez une illustration des typologies que l'on rencontre au centre-ville. Alors, les typologies de centre-bourg, on peut avoir des immeubles le long de la grande rue avec cour et une dépendance accessible à l'arrière, des immeubles de bourg avec une petite cour, une petite dépendance, des immeubles qui n'ont pas de cour, pas de dépendance, là on a plus de densité, des petits immeubles qui sont adossés sur le rempart avec un petit jardin, puisque le rempart a été percé et ensuite il y a eu une période de la privatisation de l'ancien fossé qui a permis de devenir des jardins. Les typologies de la Villeneuve, très caractéristiques, où on a dans un tracé, donc un damier, très précis, des immeubles de différentes largeurs. Et donc on peut avoir des immeubles assez riches, ou alors des immeubles plus pauvres, mais qui sont toutefois d'une même qualité urbaine, voire architecturale. Donc dans un même tissu bâti, on a une typologie de ferme du XVIIIe siècle, et de ce point de vue-là, on est sur des unités vraiment modèles qui rendent la Villeneuve assez unique sur le territoire. On a des typologies d'immeubles de faubourg également, avec des maisons bourgeoises beaucoup plus récentes, et puis les typologies des extensions urbaines beaucoup plus récentes, qui du coup nous intéressent beaucoup moins dans le cadre d'un site patrimonial remarquable. Donc les typologies ont elles aussi été synthétisées sur une carte. Tout ça, encore une fois, a pour objectif de définir le périmètre. L'analyse dans le cadre de l'architecture du bâti, la forme des toitures, c'est également quelque chose qui est réfléchi, soit dans le grand paysage, soit par rapport à une typologie architecturale particulière. La question de l'ensemble des matériaux, des façades, les mots des natures, et tous les décors, tout ce qui peut donner la qualité architecturale du bâti ancien. Et on voit que là, c'est le grès des Vosges, avec des enduits à la chaux, l'usage donc du grès, mais aussi de la pierre calcaire pour les constructions en moellon, puisque la ressource calcaire était très proche. Donc tous ces éléments, avec de très belles portes d'entrée, des portes charretières, qui font vraiment qu'on a une qualité architecturale très importante des centres historiques. Alors, ce centre, il a aussi des problématiques. Les problématiques, c'est des choses qui sont aussi prises en compte dans le cadre du site patrimonial remarquable, même si c'est d'autres politiques qui sont ensuite aussi en charge d'y répondre, notamment le programme Petite Ville de demain qui est en cours sur la ville, est également le programme, l'OPH qui est en cours, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc les problématiques qu'on a dans ce centre ancien, qui sont encore une fois caractéristiques de beaucoup de centres anciens en France. Pour ça qu'il y a eu cette mise en place du programme Petite Ville de demain. Le fait d'avoir des commerces fermés, surtout le long de la Grande Rue, dans la partie de Bocauneum, le fait d'avoir des logements vacants, d'avoir aussi une dégradation du bâti et la restauration, pas forcément avec les matériaux les plus adaptés. Et ça, c'est justement une des questions du site patrimonial remarquable et de son règlement, c'est les matériaux. La problématique de surdensité, donc le fait d'avoir trop de bâtis, et même s'il y a déjà eu pas mal de démolitions, et la problématique du stationnement. Du coup, cette surdensité, ça veut aussi dire que le but du SPR, ça n'est pas de tout garder. On sait que s'il y a une surdensité, ça n'est pas forcément très agréable en termes d'habitabilité, et il faut aussi savoir faire évoluer du tissu bâti ancien, et parfois, pour les édifices les moins remarquables, savoir apporter, créer une cour, un jardin, voilà, de pouvoir faire évoluer ce tissu bâti.
la problématique de la lisibilité des formes urbaines historiques, puisqu'on a deux formes urbaines importantes, la ville médiévale avec ses fossés et son rempart, et le tissu bâti en damier de la ville neuve du XVIIIe. Une grande problématique qui va être prise en compte dans le règlement, c'est la reconversion des anciennes dépendances agricoles, puisque à l'origine, il n'y avait pas de souci, puisque c'était une exploitation agricole. Donc du coup, il y avait un usage spécifique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exploitation agricole dans les cœurs de ville. Donc du coup, ces dépendances, parfois, elles peuvent servir de garage. C'est bien pratique d'avoir des surfaces annexes, mais parfois les surfaces sont trop importantes et donc se pose la question de la transformation. Si on veut garder ce tissu bâti, spécifique notamment de la ville neuve ou de certaines parties de la ville médiévale. Donc ensuite, on a fait cette proposition de périmètre en étudiant comment créer la limite, puisqu'on sait à peu près autour de quoi va se créer ce SPR, mais se pose la question vraiment de la définition précise des limites, puisqu'on est sur une limite de parcelle, et donc se pose la question, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du SPR et qu'est-ce qu'on met à l'extérieur. Donc je passe assez rapidement donc l'ensemble des études spécifiques qui ont été faites, que ce soit la datation, la typologie, également la prise en compte du PLUI, de l'ensemble des éléments de paysage. Sur toutes ces cartes, nous avons confronté le périmètre proposé. Également la problématique donc, de ces interfaces ou de ces entrées de ville. Et donc, on a regardé spécifiquement, dès qu'il y avait un point particulier, donc je vais là aussi essayer de passer assez rapidement, simplement pour vous montrer la méthodologie. Au niveau de l'entrée de la ville du côté nord, eh bien là, c'est la limite avec le tribunal qui a été définie, puisque le tribunal est quand même un bâtiment tout à fait remarquable, et qu'en dehors, on a des bâtiments beaucoup plus récents. Donc ici, sur ces documents, vous pouvez voir à gauche ce qui est en dehors du SPR et du PDA, et à droite, ce qui est à l'intérieur du site patrimonial remarquable et du périmètre délimité des abords. Donc ce qu'on met dans l'espace protégé et ce qu'on met à l'extérieur de l'espace protégé. Donc vous avez la limite, l'entrée nord, et sur chaque secteur, on a réfléchi à ce qui définissait, ce qui marquait la limite. Et c'est ce qui a été présenté donc, au ministère de la Culture. Au niveau de l'entrée sud, c'est la pharmacie et le centre socio-culturel qui font vraiment une rupture en termes de tissu bâti ancien. C'est là qu'on a défini la limite de l'espace protégé. Vous pouvez avoir du côté nord-est, donc là aussi, c'est le type de bâtiment. Donc à l'extérieur, vous voyez, d'après les photos, c'est assez clair. Hein, est-ce qu'on devrait mettre ces éléments-là dans l'espace protégé? Donc non, alors que les bâtiments de droite sont, eux, beaucoup plus intéressants. Et c'est sur cette méthode-là que nous avons sur chaque secteur défini les limites. Alors je pense que c'est peut-être pas la peine de passer chaque... si, on va. Donc au niveau de la rue de Riemsdorf, là, oui, c'est vrai que ça peut être voilà, de regarder. Après, on vous montrera bien sur la carte de manière globale. Mais du coup, vous avez la limite avec les anciens fossés. Donc là, le tissu bâti qui se retrouve au niveau de la rue de Riemsdorf est exclu du site patrimonial remarquable. Donc vous voyez, la limite, elle passe à l'intérieur. Elle peut parfois passer le long d'une rue, elle peut parfois passer le long d'un parcellaire. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on retrouve sur le territoire. Vous voyez qu'en dehors du territoire, on a du bâti, comme ici un chalet qui n'a pas sa place dans un secteur historique. Du côté de la rue du Chalet, là, c'est la rue qui forme une limite assez claire, puisque du côté sud, on a le complexe scolaire et du tissu pavillonnaire. Donc là, la limite est toute trouvée. Du côté nord de la ville médiévale, donc au niveau de la rue des Jardins, rue des Petits Jardins, donc on a la trace des anciens fossés. Alors se poser la question à un moment donné de ces jardins, de les inclure ou non, mais il a été défini de plutôt se limiter à la partie la plus intéressante le long de ce petit sentier.
Au niveau du faubourg sud-ouest, donc ça concerne le secteur de la poste, de la gare, hein, des ateliers municipaux. Vraiment du côté de la poste, on n'est pas allé jusqu'à la gare, hein, pour inclure, voilà, même si le bâtiment en soi peut être considéré comme intéressant. On s'est limité aux éléments les plus intéressants comme l'ancien moulin, la poste qui est inclus, un ensemble d'allées d'arbres, donc qui vont être qui sont dans le secteur protégé. Et donc l'espace autour de la SAR, on va le voir spécifiquement. Alors la zone autour du carrefour, du supermarché Carrefour, qui est un bâtiment qu'on a exclu du site patrimonial remarquable. Par contre, le tissu bâti au niveau du carrefour, là, entre les différentes rues, est inclus. Cet espace est également inclus. Il pourra être revalorisé et requalifié. Et on a ensuite tout ce faubourg, toutes les perspectives d'entrée, puisque depuis le pont sur la Sarre, vous êtes sur une entrée dans la vieille ville à travers ces faubourgs du XVIIIe siècle. Donc c'est un cordon qu'on a voulu intégrer pour relier aussi les deux villes. La Villeneuve, elle aussi, alors sur ce qui concerne le centre de la Villeneuve, il n'y a pas de doute hein, sur la qualité architecturale de ces éléments tout à fait remarquables. Et c'est chaque fois la problématique des limites. Donc pour ce qui est de l'entrée est de la Villeneuve, on a cette connexion, on intègre vraiment cette entrée de manière à préserver le paysage qui nous permet d'arriver sur la rue de Verdun. Alors que le pavillonnaire plus récent que vous voyez à gauche, lui, est exclu. Concernant les espaces beaucoup plus larges de la Sarre, ils sont également exclus parce qu'ils sont inondables, donc ils sont de fait préservés. L'entrée ouest de la Villeneuve, là on a aussi une rupture assez nette entre cette partie de bâti pavillonnaire et ici le premier immeuble du XVIIIe siècle, et également l'ancien, en bas à droite, vous avez l'ancien pavillon de jardin. Il y avait 2 pavillons de jardin de ce type-là, qui étaient simplement les pavillons de jardin d'accès au grand parc du château. Donc ce pavillon est également inclus directement dans le site patrimonial remarquable. La question de la limite maintenant nord de la Villeneuve avec la rue de la Gendarmerie, où là, on a donc cette rue de la Gendarmerie sur laquelle on retrouve du tissu bâti tout à fait intéressant, avec un alignement de granges. On a même encore un monument historique ici, le bâtiment que l'on nomme la Bergerie. Les monuments historiques sont en noir hein, sur la carte, c'est celui-ci. Et donc là, on a fait le choix d'intégrer donc les jardins encore qui sont le long de la rue de la Gendarmerie. Par contre, le pavillonnaire ou les extensions un petit peu plus lointaines donc, sont en dehors tout ce qui est à gauche. On n'est pas sur des typologies bâties qualitatives et donc pas en espace protégé. Du côté de la limite sud de la Villeneuve, alors là, la topographie a fait que les îlots rectangulaires n'ont pas été construits rectangulaires. Et ce petit chemin, qui était donc très ancien, qui date du XVIIIe siècle, a permis de créer une limite naturelle entre le tissu bâti et le reste de la zone pavillonnaire au sud, qui est donc en dehors du secteur protégé. Et la question de la vallée de la Sarre, donc pour revenir sur ce cordon de connexion, il était important de pouvoir faire une zone protégée et d'intégrer sur une certaine largeur cette zone paysagère, mais par contre l'ensemble du reste de la vallée de la Sarre est de fait protégé, comme je l'ai indiqué, par une zone inondable et par des zones de protection naturelle également, et aussi protégé du fait par le plan local d'urbanisme. Alors on a bien sûr aussi des éléments patrimoniaux qui sont en dehors du SPR, comme par exemple le cimetière juif. On a donc la possibilité aussi, c'est pour ça que monsieur le maire disait que le PLU est révisé en parallèle. Le PLU permet justement d'identifier et de protéger du patrimoine qui est en dehors d'un périmètre.
Ici, ce cimetière a bien sûr été identifié comme un élément de patrimoine, sauf qu'il n'y avait pas de souhait d'agrandir et d'étendre un secteur ici et peut-être de pénaliser certains bâtiments pour pouvoir le protéger, sachant que donc, le plan local d'urbanisme permettra sa préservation. Voilà, donc on revient à cette cartographie qui montre que d'un secteur qui était protégé de manière très très large, on a réduit largement et on a clarifié, puisqu'on sait qu'on est sur la zone de protection du patrimoine, on est sur la zone ABF, sur laquelle on a des contraintes. Donc je vous propose qu'on parle un petit peu plus maintenant du projet en cours, qui est maintenant ce plan de gestion. Puisqu'à partir du moment où on a défini un périmètre, qui a été validé, tout à fait, et qui a été soumis à enquête publique, on est maintenant en cours d'élaboration du règlement. Donc le règlement, avant d'établir ce règlement, il y a eu une analyse plus précise de ce qui est à l'intérieur du périmètre. Donc je vais vous montrer un petit peu la méthodologie de l'analyse à l'intérieur du secteur, et on va terminer par quelques extraits pour vous expliquer le principe du futur règlement. Donc en tout cas, voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde, le principe de modification de ce périmètre et donc du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui est donc l'outil de gestion qui a pour but de réglementer le site patrimonial remarquable. Donc je vous propose de vous montrer simplement le diagnostic un petit peu plus détaillé. Donc le territoire du SPR a été défini en plusieurs secteurs, de manière à pouvoir ensuite analyser de manière plus fine ces secteurs. Alors le secteur Villeneuve, le secteur autour de la Sarre, le faubourg sud, le faubourg nord, et puis également 4 secteurs dans la vieille ville médiévale. Voilà, donc du coup, ces secteurs ont été analysés. Un exemple, avec aussi la réflexion sur l'ensemble des problématiques que l'on peut retrouver sur chaque secteur. C'est là où, par exemple, sur la Villeneuve, on va avoir la problématique de la disparition de certains bâtiments. S'ils disparaissent, s'ils sont détruits, eh bien, le tissu bâti en damier, qui est l'élément patrimonial de la ville, en plus de l'architecture, va être complètement perturbé. Donc c'est une problématique importante, la transformation, l'évolution de ces granges de manière à préserver le tissu bâti. La préservation de l'entrée de ville, de chaque côté, la préservation de la problématique de l'évolution du parcellaire, des jardins. Ça, c'est des discussions qui sont en cours, justement, sur l'évolution de ce secteur-là. Le maintien et la valorisation de la place centrale. Donc, en tout cas, pour chaque secteur, de manière plus fine, on a analysé les différentes problématiques et enjeux. On ne va pas rentrer en détail là-dessus, c'est simplement pour vous montrer la méthodologie, de manière ensuite à définir quels sont les bâtiments qui sont les plus remarquables et quels sont ceux qui sont moins intéressants. Voilà. Donc c'est ensuite à partir de ce diagnostic précis qui en fait identifie chaque bâtiment que l'on met en place le règlement graphique. Mais de manière globale, la préservation du tissu bâti, la restauration avec des matériaux de qualité, tout ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans presque chaque secteur. Donc, simplement pour vous parcourir les secteurs autour de la Sarre, avec des problématiques particulières. Le secteur du faubourg. Là, je passe, vous aurez accès ensuite, par la suite à ces documents, mais simplement pour vous montrer la méthodologie au niveau des faubourgs, mais on va retrouver les mêmes problématiques sur beaucoup de secteurs, même si il y a des secteurs qui ont des enjeux particuliers par rapport à d'autres. Le faubourg sud. Et puis ensuite, chaque ensemble d'îlots de la partie de la vieille ville. Problématique de stationnement, problématique de surdensité, problématique de commerce. Donc je passe un petit peu plus vite, de manière à ensuite aller sur le bâti. Ça sera, je pense, plus vous intéresser. Voilà. La question justement de l'aspect et des matériaux.
puisque la problématique du bardage extérieur en plastique ou des enduits au ciment avec des peintures plastiques qui sont inadaptées ou de couleurs qui peuvent être inadaptées. Donc on a pu identifier voilà, sur le territoire certains éléments moins intéressants, dévalorisants par rapport à la qualité du bâti ancien. Alors le but, ce n'est pas de critiquer ce qu'a fait le propriétaire, hein, c'est simplement d'identifier qu'on a des techniques et des matériaux moins adaptés par rapport à la qualité du patrimoine bâti. Sur les menuiseries extérieures, le fait par exemple d'avoir les menuiseries en PVC, la question de la qualité, de la largeur des profilés, parce qu'il n'y a pas seulement la question du matériau, il y a aussi la question de la largeur, il y a la question au niveau des fenêtres. Vous savez que les fenêtres anciennes avaient 2 battants, il y avait des petits bois, au moins 6 carreaux sur une fenêtre de ce type-là. Donc c'est vrai qu'on a, en fait, sur des bâtis très anciens, on a des matériaux standardisés qui dévalorisent du coup ce patrimoine architectural. Ou le fait d'avoir des volets roulants sur des fenêtres Renaissance qui n'en comportaient pas à l'origine. On est conscient tout à fait des problématiques que peuvent poser les volets battants, et c'est des choses justement dont on débat dans le cadre du règlement, de manière à ce que les contraintes du site patrimonial remarquable soient acceptables. Et ça n'est pas un objectif de muséification du centre historique. C'est vrai que les portes en PVC blanche sont souvent les plus impactantes. Alors, on retrouve des éléments de grande qualité. Donc, quand vous avez le petit smiley, voilà, ça vous permet de voir un peu ce qui est plus ou moins positif, plus ou moins négatif. Le fait d'avoir ces clôtures de type ancienne avec des piliers de grès, avec du latis à claire-voie, on est sur des éléments très qualitatifs. Alors qu'un portillon, je vois, il y a une petite coquille là, le portillon donc, en PVC blanc, on ne va pas être sur les éléments les plus intéressants. Le fait d'avoir des clôtures occultantes en plastique, c'est une vraie question, comment pouvoir permettre de conserver une intimité, mais en ayant des matériaux adaptés dans un site historique. La qualité de la végétalisation en cœur d'îlot, ça c'est vraiment très intéressant de pouvoir conserver cette végétalisation. Vous savez qu'également en termes de confort d'été, le fait d'avoir de la végétalisation est un vrai atout, surtout pour un centre-ville dense. La qualité qu'on peut rencontrer de traitement de sol, pas forcément que de la pierre, mais parfois on a des pavés béton qui sont bien mis en œuvre et qui sont de qualité. Alors le fait d'avoir des grandes zones en enrobé, ça c'est plutôt en effet un problème dans ce type de centre historique. Au niveau des toitures et des couvertures, la question du type de tuiles, la question du type d'ouverture des Velux. Rassurez-vous, les Velux ne seront pas interdits. C'est simplement que la pose est encadrée. Ou la question aussi de la qualité des lucarnes, de l'ensemble de la question des ouvertures et de la qualité des toitures, à la fois dans le grand paysage ou de manière détaillée. La question des équipements divers se posera la question dans le règlement des panneaux solaires. Encore une fois, là aussi, dans le cas du développement durable, les panneaux solaires ne seront pas strictement interdits, mais il y aura des lieux adaptés pour la pose des panneaux solaires et des lieux moins adaptés pour la pose de panneaux solaires. L'ensemble des équipements, l'ensemble de la question des paraboles, des antennes râteaux, de tous les conduits de cheminée. Donc voilà, on est sur du bâti ancien, on n'est pas sur des choses les plus adaptées. Voilà pour ce petit parcours d'analyse détaillée. Je vous propose, pour terminer, de vous montrer un petit extrait du règlement, simplement pour voir la manière dont est conçu le règlement. Il faut savoir que le plan de règlement va distinguer les bâtiments les plus remarquables des moins remarquables. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le périmètre, tout ce qui est dans le périmètre n'est pas du bâtiment remarquable qu'il faut préserver. Il peut y avoir du bâti ancien inintéressant, il peut y avoir du bâti récent qui n'a pas forcément d'intérêt. Et donc, on a différencié et on a repéré des bâtiments au titre du site patrimonial remarquable. Et il y a d'autres bâtiments qui ne sont pas repérés au titre du site patrimonial remarquable. Cette distinction entre les bâtiments dans le règlement va permettre
d'être plus exigeant sur un bâtiment patrimonial que sur un autre bâtiment. Par exemple, une maison du XVIe siècle avec un oriel qui a vraiment une forte valeur architecturale et patrimoniale, eh bien, le type de travaux et le type d'exigence donc, sur ces travaux va être plus important sur cet édifice que sur un édifice construit en 1950 qui n'a pas de monnaie nature, qui n'a pas d'intérêt architectural. Donc le règlement, ça n'est pas un règlement bête et méchant en disant voilà, il va falloir faire tel élément sur tout le site patrimonial remarquable. Eh bien, on est sur une modulation qui permet de valoriser le bâti ancien remarquable et de faire les travaux adaptés, puisqu'on sait que, par exemple, l'isolation par l'extérieur en polystyrène n'est pas du tout adaptée sur un bâtiment ancien, hein, ça crée même des pathologies. Vous avez même un petit peu de bâtiments à pans de bois, mais les bâtiments à colombage ne sont pas les seuls à souffrir de ça, même les bâtiments en pierre. À partir du moment où vous avez une isolation par l'extérieur en polystyrène, eh bien, vous avez des problématiques de remontée d'humidité, de respiration, de perspiration des murs. C'est pour ça, c'est la même chose pour les enduits au ciment et les peintures plastiques. C'est pour ça que les prescriptions sont spécifiques et adaptées aux bâtis anciens. Donc, pour vous montrer un peu ce qui est pris en compte dans le règlement à travers ce sommaire, c'est assez détaillé puisque nous avons, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les prescriptions architecturales. Et les prescriptions architecturales vont permettre de définir le type de toiture, de couverture, les détails de traitement de rives, de faîtage, tout ça c'est assez technique. La question des ouvertures en toiture, les lucarnes, les châssis de toit, c'est-à-dire les Velux, les autres ouvrages en toiture, donc tout ce qui concerne les toitures, ce qu'on peut faire sur les toitures, et également tout ce qu'on peut faire sur les façades, la question des matériaux, la question des couleurs, la valorisation des décors et modénatures, pareil, les ouvertures, la question des balcons, terrasses, loggias, les menuiseries extérieures, bien sûr, ça c'est une grande question, hein, les portes, les fenêtres, tout ce qui est portail, portillon, volets, brise-soleil, tous ces éléments, donc sur un document d'une 50aine de pages, sera détaillé de manière à pouvoir prescrire, mais aussi conseiller finalement, puisque à travers ces prescriptions, c'est une indication de ce qu'il y a lieu de faire sur du bâtiment ancien. Donc la question des clôtures et des portails, quelques prescriptions paysagères, prescriptions d'urbanisme, mais ça, le plan local d'urbanisme le gère également aujourd'hui, ces prescriptions d'urbanisme. Et il y aura également un nuancier de façade qui permet de savoir plus ou moins quelle couleur on peut utiliser pour la façade, pour le soubassement, pour les volets. Donc voilà, on est aussi sur ce type d'approche. Et donc pour vous illustrer quelques pages du règlement, la question des couvertures, par exemple, avec les fameuses tuiles Biberschwens, il peut aussi y avoir des tuiles mécaniques. Donc l'objectif, c'est d'adapter le type de tuiles en fonction des bâtiments. Un bâtiment qui date de la fin du 19e siècle peut très bien avoir des tuiles mécaniques. Les bâtiments les plus anciens et les plus remarquables, eh bien, ce sont les tuiles Biberschwens qui sont les plus adaptées. Donc nous avons des dispositions générales qui sont valables pour l'ensemble des bâtiments. J'oubliais de dire que le règlement prescrit aussi les règles sur le bâti neuf. C'est-à-dire que le secteur protégé n'exclut bien sûr pas la construction de nouveaux immeubles, n'exclut pas la destruction de bâtiments inintéressants pour la construction de bâtiments à leur place. Donc du coup, la construction des bâtiments neufs, c'est également quelque chose qui est prescrit dans le cadre du règlement. Et l'objectif, ça n'est pas de refuser l'architecture contemporaine, c'est de demander à ce que le bâti récent s'intègre dans le tissu bâti ancien. De toute façon, ces prescriptions, elles existaient déjà aujourd'hui à travers l'avis de l'architecte des bâtiments de France, mais elles n'étaient pas écrites. Aujourd'hui, le but, c'est de clarifier, de simplifier, de manière à ce qu'il soit plus facile de mettre en œuvre un projet. Donc voilà l'exemple de la question des tuiles, l'exemple de détail au niveau des tuiles de faîtière maçonnées. Ça, c'est quelque chose qui est réservé pour les bâtiments les plus exceptionnels. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un faîtage maçonné sur les bâtiments plus récents. Donc avec des petits croquis qui permettent d'expliquer techniquement
Alors, ce n'est pas des croquis de mise en œuvre, hein, là vous avez des artisans pour ça, mais simplement pour clarifier ce qui est écrit dans le règlement au niveau de ces détails de couverture. La question aussi des lucarnes en toiture, avec la dimension de ces lucarnes, ou la dimension des Velux, la position des Velux, ou encore, par exemple, pour terminer, la question des panneaux solaires, puisque les panneaux solaires ne seraient a priori pas interdits hein, dans le site patrimonial remarquable, parce qu'il peut y avoir des pans de toiture bien orientés au sud, peu visibles depuis l'espace public, et donc peu impactants depuis l'espace public, qui pourraient être tout à fait adaptés pour accueillir des panneaux solaires. Voilà. Donc c'est toute une approche de bon sens finalement, où on essaie de réfléchir avec l'architecte des bâtiments de France, avec les élus, qu'est-ce qu'il peut être demandé dans un site patrimonial remarquable, qu'est-ce qui est nécessaire pour préserver la qualité architecturale du bâti ancien, et qu'est-ce qui doit être modulé en fonction de la qualité du bâti, et de manière à ne pas non plus figer totalement et bloquer les projets, puisque la valorisation de ce patrimoine bâti, c'est un levier de développement du territoire. Ça n'est pas un objectif de bloquer les projets. Au contraire, c'est une valorisation du patrimoine bâti et de la qualité du cadre de vie, et également du point de vue touristique, puisque Sarre-Union, de ce point de vue-là, peut encore faire valoir d'intéressants atouts touristiques. Voilà pour cette approche en terminant sur le règlement qui est en cours d'élaboration. Donc, on aura l'occasion d'échanger lorsque le règlement sera défini. Et il y aura une enquête publique où vous serez tous amenés, si vous le souhaitez, à faire des remarques hein, sur vos projets au cas par cas. Si vous le souhaitez, l'enquête publique est faite pour ça. Ici, on est dans une logique de concertation et de vous expliquer la démarche. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez boire un coup. Merci Jean-Christophe pour cette présentation. Et puis donc voilà, la parole est à vous. Donc si vous avez des questions, l'idée, hein, c'est juste, c'est pas d'aller dans son propre détail, quoi. Enfin, mais voilà, on est là pour répondre à vos questions. Bonjour Monsieur le maire. Donc j'ai acheté une maison il y a quelques mois pour la mettre en location. Et ça tombe bien parce qu'elle se situe rue du Couvent. Oui. Voilà, donc effectivement c'est bien, vous avez restreint, enfin, vous avez diminué la zone justement pour la zone historique, on va dire. Et voilà, donc la maison là que j'ai là, c'est la grise, celle qui est grise, voilà, celle où il y a un Velux. Donc dans vos explications, vous n'avez pas parlé de tout ce qui est, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, tout ce qui est rénovation énergétique, de l'énergie justement, qui n'arrête pas d'augmenter, où maintenant les gens commencent à avoir vraiment froid, diminuent. Et pour cette maison-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire au niveau... comment je vais faire en sorte que le locataire, parce qu'on a aussi des obligations en tant que propriétaire-bailleur, que la maison doit être bien isolée. Alors j'aurais pu prétendre aussi à la rénovation énergétique, vous savez, les rénovations d'ampleur. J'aurais pu le faire aussi, mais par rapport à mon barème. Mais je ne peux pas sur cette maison, parce que isoler l'extérieur, vous avez dit que je ne pourrais pas le faire. Mettre une pompe à chaleur, je ne peux pas non plus. Mettre un capteur solaire thermique ou photovoltaïque, je ne peux pas non plus. Là. Alors que j'ai un Velux. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, je ne peux rien faire finalement. Je ne peux pas profiter de la rénovation globale de l'État, enfin, où je peux avoir les aides des C2E et la prime rénov', quoi. Donc c'est un peu compliqué. Alors, en effet, la rénovation énergétique, c'est un enjeu central pour le bâti ancien. Et donc, beaucoup de professionnels travaillent depuis un certain temps, également avec le parc des Vosges du Nord, sur ces problématiques-là. Et le bâti ancien peut tout à fait être rénové énergétiquement, mais pas forcément de la manière la plus standard, pas la même manière que le bâti récent. Pas à même coût. Donc,
Alors, ça dépend parce qu'on peut aussi, justement, en fonction de certains matériaux, il y a des technicités où les matériaux sont peu chers, qui nécessitent peut-être plus de main-d'œuvre, mais où les matériaux peuvent être moins chers. Enfin, il y a des approches, ce qu'on appelle éco-rénovation. Le parc des Vosges du Nord est assez à la pointe là-dessus. J'en profite pour dire aussi qu'il est prévu que le chargé d'études, en l'occurrence moi, dans le cadre du SPR, est disponible au début de l'application du document. Il est prévu une mission de conseil pour le démarrage de l'application de ce règlement, qui permettra justement au démarrage de conseiller les gens qui ont des projets. Alors sur ce type de bâtiment, c'est un immeuble qui a des moudinatures, qui a des encadrements en grès. Donc en effet, l'isolation par l'extérieur n'est pas faisable. C'est un bâtiment, s'il dispose d'une cour à l'arrière, alors je ne sais pas s'il y a une cour, la pompe à chaleur n'est pas forcément impossible. Non. Voilà. Mais ça va dépendre de la taille de la cour. Et là, c'est même aussi, ça va dépendre de... C'est pas seulement une question patrimoniale, c'est une question de typologie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'extérieur suffisamment grand, c'est vrai que vous ne pouvez pas mettre une pompe à chaleur. En tout cas, voilà. Donc si vous n'avez pas de... C'est vrai que c'est la typologie du bâti qui fait qu'il y a des contraintes particulières. Sur la question des panneaux solaires, je ne sais pas quelle est l'orientation, je n'ai pas en tête, mais si on avait un pan de toiture arrière qui était plein sud, et qu'on a peu de visibilité, à ce moment-là, ça pourrait être faisable. Si c'est le côté rue qui est plein sud, eh bien, dans ce cas-là, les panneaux solaires ne seront pas possibles. Donc, en effet, il y a des contraintes qui existent déjà et il y a des approches particulières. Ce qui est très important sur le bâti ancien, c'est de pouvoir conserver ses qualités et son équilibre. Le bâti ancien, il a ce qu'on appelle un équilibre hygrothermique. Si vous mettez à rénover à l'intérieur avec du polystyrène, avec des revêtements PVC sur un plancher bois, avec des matériaux qui ne sont pas perspirants, eh bien, vous créez des pathologies. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, mais vraiment de manière très, très régulière, c'est que les matériaux industriels, certains matériaux industriels modernes, ne sont pas adaptés aux bâtis anciens parce qu'ils ont un comportement différent. Pour simplifier, c'est des matériaux étanches qui ne permettent pas à la construction de respirer. Donc quand on va avoir un revêtement en PVC étanche, eh bien le plancher en bois va pourrir. Lorsqu'on a une isolation en polystyrène, on va avoir des problèmes de condensation entre la maçonnerie ancienne et le matériau non perspirant. Donc il existe des possibilités en éco-rénovation d'utiliser des matériaux adaptés pour conserver les qualités du bâti ancien, parce que le gros problème, c'est que les DPE, le diagnostic de performance énergétique, sont inadaptés en France pour le bâti ancien. On nous fait croire que le bâti ancien est très très mauvais. Il n'est pas très très mauvais parce qu'on ne tient pas compte de ses qualités. On a oublié ses qualités. Alors bien évidemment, il n'est pas super bien isolé. Mais les DPE pénalisent le bâti ancien et il y a des sénateurs, notamment Sabine Drexler, qui fait un travail important pour que le DPE prenne en compte les qualités du bâti ancien et qu'on ne pénalise pas le bâti ancien. Qu'on ne pousse pas, que l'État ne pousse pas du coup à travers les politiques de rénovation énergétique, ne pousse pas les particuliers à faire des erreurs pour une mauvaise rénovation énergétique. Et donc la rénovation intérieure de ce bâti ancien n'est pas prise en compte par le SPR. Le SPR ne réglemente que les travaux extérieurs. Par contre, les autres politiques, l'OPH, Parc des Vosges du Nord, toutes les autres approches, peuvent vous conseiller pour la rénovation énergétique. Donc si vous voulez avoir les bons conseils, je vous invite c'est Aurélie Visser sur le secteur qui... Oui, je ne sais pas si vous avez été déjà à la maison de l'habitat dans la Grand Rue. Est-ce que vous avez vu non la rénovation énergétique, c'est aussi mon travail aussi. Oui, d'accord. Je suis aussi porteur d'affaires là-dedans. D'accord, ok, c'est votre métier en plus. C'est aussi c'est une partie de mon métier, la rénovation globale, etc. etc. On peut effectivement isoler de l'extérieur avec un bardage ventilé. Il y a des choses qui peuvent justement éviter cette condensation, le point de rosée, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, voilà, donc on est pénalisé. Donc moi, ce que je remarque, moi j'habite Sarralbe, moi j'aime bien Sarre-Union, je trouve que c'est une belle petite ville. Mais c'est vrai que dans cette rue-là, il y a des catégories de personnes qui n'ont pas les moyens justement d'entreprendre ces travaux-là, de faire à votre manière, parce qu'ils sont punis, ils sont pénalisés. Comment ?
Ça coûte beaucoup plus cher. Et on le voit bien, et même au centre de la ville, la grande rue, ouais, c'est comme ça. Et bon, je vois les bâtiments, mais à l'abandon, quoi, parce que c'est même trop cher. Bon, ils sont à la vente, on le voit bien, mais qui c'est qui va acheter ça? C'est pas moi qui va acheter un truc comme ça, parce que un retour sur investissement, il est beaucoup trop long. Alors avant même qu'on présente ce dossier du SPR à Paris, alors en fait, j'avais dit le 1er décembre 2023, mais c'était 2022 déjà, hein, pour vous dire. Au niveau du conseil municipal, et je rebondis par rapport à ce que vous dites sur la problématique du coût des matériaux qui évidemment sont plus chers. Ouais. Nous avons revu aussi au niveau du conseil municipal l'ensemble des aides que nous apportons sur les rénovations. Par exemple, on parlait des portes en PVC. Jusqu'à présent, nous ne subventionnions pas des portes en bois, les portes d'entrée en bois. Donc c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans notre règlement. Je donne juste cet exemple-là. Eh bien, on l'a intégré et on subventionne jusqu'à 1 000 € pour une porte en bois. Donc ça permet déjà de contrebalancer un petit peu l'augmentation de ce que peut représenter une porte en bois par rapport à une porte en PVC. Parce que, voilà. C'est bien, parce qu'elles ne sont même pas prises en compte dans les prix. Voilà, c'est juste pour vous dire. Donc, fenêtres, et ensuite sur tout ce qui concerne les fenêtres bois, les volets bois, enfin, on pourra en reparler bien sûr. Hein. Donc, on a augmenté les subventions dans ce sens-là, quoi. C'était juste pour vous dire que effectivement, la vraie problématique dans nos réunions régulièrement, c'est bien de préserver. Alors, je le dis comme ça, hein, mais lui, c'est un architecte du patrimoine. Il aurait pu être architecte des bâtiments de France. Alors, plutôt que d'enquiquiner les architectes, plutôt que d'enquiquiner les communes en tant qu'architecte des bâtiments de France, il a décidé d'être l'architecte qui accompagne les communes pour trouver des solutions. Je le dis de manière un peu malicieuse, hein, Jean-Christophe, parce que on a de temps en temps, moi je suis quand même maire depuis un moment, et j'ai rencontré un certain nombre d'architectes des bâtiments de France. Certains étaient plus conciliants à la discussion, voilà, on discutait, d'autres un peu moins, pour la petite histoire. Mais une chose est sûre, c'est que par rapport à l'obligation, si vous voulez, parce que les portes en PVC blanc, c'est quelque chose qui leur donne des boutons. Enfin, je me permets de le dire, quoi. Hein, enfin, je caricature un peu, hein, mais... Et donc, dans nos discussions, c'est ouais, mais ok, une porte en bois, c'est malheureusement plus cher qu'une porte en PVC blanc, clairement, quoi. Et donc, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner les gens qui ont des revenus qui ne permettent pas forcément d'investir dans des matériaux nobles, entre guillemets, quoi? Eh bien, l'idée, c'était ça. Donc, on augmente, on a créé la subvention de 1 000 € pour une porte en bois, et puis on a augmenté pour les ouvrants, les volets, les fenêtres. Voilà. Et puis, je pense que lorsque le règlement sera écrit, eh bien, nous, au niveau du conseil municipal, on rebalayera tout ça pour voir, voilà, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste sur ces schémas-là, est-ce qu'on augmente un peu. L'idée, c'est pas de baisser, hein, même si l'argent devient difficile, mais il faut que, et c'est aussi quelque chose qu'on a toujours intégré, il faut que nous accompagnions ceux à qui on demande de faire des efforts. Et on est évidemment dans votre cas de figure, quoi. Alors après, bon, voilà, je termine juste, mais comme vous êtes un professionnel, évidemment, du bâtiment, mais nous avons aussi, je le dis aussi à tout le monde, c'est que nous avons une maison de l'habitat qui se trouve dans la Grand Rue. Voilà. Cette maison alors on a Michael qui est avec nous, Michael Klein, qui est notre nouveau chargé habitat, petite ville de demain, enfin, il a tout ce qui concerne les casquettes au niveau de l'habitat en général, hein, je me permets de le dire comme ça, Michael, donc fait partie intégrante de l'équipe de la Maison de l'Habitat. Nous avons aussi Dorine Pata qui est là, qui est chargée de centralité, qui vous accompagne, et puis Emmanuel Sadi. Donc nous avons aujourd'hui une équipe dans cette Maison de l'Habitat, et je me permets de m'adresser à tout le monde, hein, c'est que n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont évidemment les possibilités de vous orienter tout d'abord, de vous conseiller, et puis nous avons un certain nombre de permanences qui se tiennent à la Maison de l'Habitat, et notamment pour les rénovations, pour les éco-rénovations. Enfin, voilà. Je permets juste, hein, j'en profite de votre intervention pour le rappeler à l'ensemble du public, c'est que n'hésitez pas, c'est un conseil, c'est porté par la communauté de communes, par la collectivité européenne d'Alsace et par la commune de Sarre-Union qui met le local à disposition, mais n'hésitez pas à y aller parce que c'est gratuit. Hein. Donc voilà, je me permets juste de le dire. Après, il faut qu'on rediscute effectivement sur votre cas, voir comment on peut trouver des solutions, quoi. Moi
J'arriverai pas à vous conseiller parce que c'est pas du tout malheureusement mon domaine, mais effectivement, Jean-Christophe, Michael, on pourra vous accompagner, et Aurélie Visser, hein, c'est ce qu'a suggéré aussi Jean-Christophe. Aurélie Visser, c'est une architecte du parc régional des Vosges du Nord, donc qui est basé à la Petite-Pierre, et nous sommes ville porte de ce parc régional, et donc lorsqu'on fait appel à elle, elle est en capacité de venir aussi pour vous accompagner de la meilleure des manières, quoi. Enfin, je ne dis pas de bêtises, hein, Claire. Hein. Voilà. Bon, moi, je voudrais juste dire quelques mots. On habite dans ce quartier, donc c'est pas un musée. Voilà. On ne peut pas faire la couleur qu'on veut, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Les portes en bois, il faut l'entretenir, il faut mettre du vernis. Tandis que porte en plastique, bon, vous donnez un coup d'éponge et puis c'est bon. Hein. C'est vrai. Et voilà. Et puis on ne peut pas faire ci, puis ça, et ça. Il faut l'autorisation architecte des bâtiments de France qui sont à Strasbourg, qui viennent de ne pas voir vraiment le quartier. Si, ils viennent, madame, ils viennent. Si, je vous garantis qu'ils viennent. Je ne sais pas. Hein. Je vous garantis. Doutes, hein. Si, je vous garantis. Tu le veux ? Bonsoir tout le monde. J'ai une question à vous Parle bien dans le micro. Pardon ? Parle bien dans le micro. Hein. Voilà. Je n'ai pas l'habitude. Non, mais voilà. Qu'est-ce que je fais ? Ça fait déjà 2 ans que je me démêle pour mettre ma maison en peinture. D'accord. Déjà 2 fois, ça a été refusé. On ne m'a pas proposé de couleur. On ne m'a rien demandé. Pourtant, un nuancier, ouais, ok. J'ai été 2 fois à la mairie. Et chaque fois, c'est refusé. Derrière, dans la cour, j'ai encore un abri que je voudrais mettre un crépi. Même le crépi, tout est refusé. Et ça fait déjà maintenant 2 ans que je suis dans la rue des Remparts. Mais quand je vois un peu plus loin le désastre qui fait le coin de la rue des Remparts, et où il y avait le feu, d'accord, c'est triste. Mais pour une peinture, qu'est-ce que je fais ? Je me bats tout seul depuis 2 ans. Écoute, bon, Christiane, on va regarder de près. Bon, Christiane est avec nous aussi. Oui, Christiane, elle... Voilà. Non, mais elle est là. Oui, hein, oui, je l'ai vu déjà. La seule chose, si vous voulez, c'est que vous êtes vraiment madame est dans les remparts, quoi. Oui. Donc là, alors quand on dit c'est refusé, on est bien d'accord. Oui. C'est refusé par, pardon, je ne veux pas me défausser, mais par l'architecte des bâtiments de France, quoi. Oui, Et mais je me permets juste de le dire. Oui, et en fait, c'est tout l'intérêt qu'on veut aussi vous dire ce soir, c'est que, en fait, on n'est pas là pour mettre des couches supplémentaires. Non. Vraiment. Non, mais il faut juste le comprendre. On n'est pas là pour mettre des couches. Vous le disiez avant. Les portes en PVC, ben c'est interdit, quoi. Donc, je veux dire, c'est l'architecte des bâtiments de France, dans le cadre du périmètre qui vous a été présenté le premier en début de séance. C'est comme ça. Non, mais je veux dire, c'est comme ça. Il y a un avis conforme. Oui. C'est que si vous faites, vous risquez évidemment des pénalités, une amende, mais oui, non, mais c'est comme ça. Mais l'architecte des bâtiments de France, donc vous risquez effectivement, comment on appelle ça, des astreintes journalières tant que c'est pas rectifié. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Et si sur l'avis conforme, le maire déroge et dit, bon, finalement, il y en a ras-le-bol de l'architecte des bâtiments de France, moi je signe le permis, eh bien c'est simplement pour ma pomme, quoi. Donc moi je ne veux pas me substituer non plus à l'ensemble des habitants du SPR, quoi. Enfin, je vous le dis très clairement. Enfin, il y a une réglementation, il faut évidemment qu'on l'applique. Ce que je veux dire, Christiane, hein, je reviens juste, Christiane, c'est qu'il faut effectivement... Bon, parce que mais je ne veux pas une couleur exceptionnelle. Non, mais il y a forcément... Alors, on parlait avant du nuancier. Oui. Hein, Christiane, je ne sais pas, il faut qu'on revérifie ça. Hein, donc, oui. Et derrière, c'est dans la rue des Petits Jardins. D'ailleurs, mais là, on est dans les... Justement, ça, je me permets juste de dire, on est dans un endroit crucial, quoi. Oui. Crucial. C'est les anciens... c'est les remparts et c'est les anciens... comment oui. Les fossés. Oui. Non, mais... donc ça, c'est... en fait... dès qu'il y a une demande, effectivement, on sait pertinemment par avance qu'elle sera refusée. C'est pour ça qu'on essaye de réglementer. Voilà. Derrière le hangar, c'est la limite de mon voisin. S'il y a maintenant quelque chose qui tombe, vu que c'est un peu vieux, hein, ça date, je suis encore fautif parce que ça n'a pas été aménagé depuis 2 ans. Non.
Ce sera toujours de la responsabilité du voisin qui n'a pas fait ce qu'il faut. Ben, c'est le hangar, il est à moi. Ah oui, pardon. Là, il va falloir chercher la responsabilité auprès de vous-même, quoi. Non, mais plus sérieusement. Non, mais plus sérieusement. Ça fait 2 ans, moi, je pense que... Ah, non, mais il faut qu'on regarde ça, quoi. Je reviens sur la rue des Remparts, puisque c'est le centre stratégique de... ça fait... vous êtes combien de temps, maire? 25 ans? Ouais, pas loin. La rue des Remparts, elle devait être faite déjà avec votre prédécesseur. Elle n'est toujours pas faite. Voilà. Alors... Ah, ouais. Enfin, quand vous dites qu'elle aurait dû être faite... Ça veut dire la canalisation, le goudron, enfin tout, ça n'a jamais été fait. Non, mais vous avez vu, il y a eu des travaux depuis le temps. Qui ont été faits, des travaux de route. Je ne voudrais pas... Alors non, mais bon, après, je veux dire, on ne peut pas tout faire. Je veux bien... alors, si j'avais su... J'aimerais bien vous donner le nombre de kilomètres de routes qui ont été refaites, de canalisation, d'assainissement, d'eau potable, et juste vous mettre à côté les montants que ça coûte, quoi. Juste. Voilà. Mais c'était déjà au programme avec votre prédécesseur. Alors mon prédécesseur, malheureusement, c'est mon prédécesseur, quoi. Oui, après vous êtes venu. Oui, non, mais d'accord. Mais aujourd'hui, on n'aurait jamais annoncé qu'on allait. Et c'était au programme. Et c'est encore toujours pas fait. Ouais. Et jamais une balayeuse qui passe. Hein. Voilà. La rue des Juifs, rue du Couvent, 2 fois par semaine, la balayeuse elle passe, mais chez nous, rien. Alors ça, il suffit de nous le signaler. Hein, donc pour qu'à un on moment l'a donné... déjà signalé. Hein. Oui, enfin, pas à moi. Si on va au bureau, on le dira. Voilà. Bon, c'est quelqu'un d'autre. Très bien. Donc le balayage des rues, c'est pas vraiment le SPR, hein, vous l'aurez compris quand même. Mais j'entends. Armand. Ouais. Prends le micro. Parce que ceux derrière n'entendent pas forcément. Ouais. J'ai eu le même problème au niveau de la colorie de ma maison quand elle a brûlé. Et on me l'a refusé 3 fois. Et j'ai pris M. Steinmetz, qui est coloriste à Strasbourg. Il est venu gratuitement. Et il m'a trouvé la peinture. La peinture, c'est du crépi, bien sûr, machin. Ouais, et avec lui, il n'y a vraiment aucun problème, puisque les bâtiments de France fonctionnent avec lui. Donc il faut passer par lui tout simplement. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors juste pour la petite histoire, hein, donc, nous avions, alors je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est venu te faire ça gratuitement, c'est que nous avions un contrat avec M. Steinmetz. Il a travaillé pour la commune pendant de longues années. Il est très bien. Hein. Il enseigne à l'université Oui, la retraite, mais il était à l'université. Oui, il enseignait à l'université de Strasbourg. Et donc, on a eu sous contrat. Hein, donc, il venait. Par contre, il venait sur sollicitation, évidemment, de nos concitoyens. La commune payait le déplacement. Mais ça fonctionnait très bien. Et puis, bon, Jean-Christophe confirme, il est à la retraite maintenant. D'ailleurs, il est venu avec des étudiants de l'université. Ils ont fait des travaux préparatoires un petit peu sur tout ce qu'on vous présente ce soir déjà à l'époque. Mais c'est vrai que c'est une solution. Mais on avait, si tu veux, Richard, on avait conventionné, si tu pourras lui donner, on avait conventionné avec lui, ça fonctionnait très très bien, mais bon, à un moment donné, donc il a décidé de plus venir, quoi. Oui. Ouais. D'ailleurs, mais ça c'est, ouais, mais on reste sur la problématique de l'architecte des bâtiments de France. Tu sais, on reste sur la problématique de l'architecte des bâtiments. Je voulais simplement ajouter que effectivement, que M. Steinmetz nous a bien conseillé, mais malheureusement, il est décédé. Oui. Alors, c'est l'information du jour, hein, parce que je ne savais pas. Bonjour. Bon, les 2-3 cas particuliers, hein, donc vous venez, on en discute. Bonjour. Donc, moi, j'habite dans la Grand Rue. Oui. Je voulais juste te dire d'abord que effectivement, j'ai travaillé. Enfin, quand j'ai acheté, j'ai demandé à Madame Visser de venir voir pour la rénovation de ma maison. Puisque la rénovation extérieure, c'était très compliqué, enfin, c'était pas possible. Et elle a été d'excellents conseils, et notamment sur la rénovation, donc c'est aussi un petit peu ma partie, hein. Je suis gestionnaire de patrimoine immobilier, donc j'en fais beaucoup, et les vieilles pierres, on va dire, ça se rénove juste différemment, en fait. Faut pas chercher à appliquer les recettes traditionnelles. Et elle a été d'excellents conseils. Elle est capable de faire vraiment, enfin, elle a été capable de me proposer un programme de travaux vraiment très abouti. Il y a une limite, c'est que j'ai un commerce dans mon rez-de-chaussée, un ancien commerce dans mon rez-de-chaussée,
Le courrier de bienvenue de la mairie, ça a été un courrier pour m'informer que j'avais interdiction de l'aménager en habitation. Donc, ce que je comprends parfaitement, parce qu'il est nécessaire que tout ne soit pas retravaillé. Mais ça rend la Grand Rue très, comment dire ça, triste. Parce qu'il y a énormément de commerces qui sont abandonnés. On ne peut rien en faire. Et c'est des nids à passoires énergétiques extrêmement importants. Est-ce que, vous l'avez évoqué dans les problématiques du cœur de ville, etc., est-ce que ça rentre peut-être pas dans le plan de valorisation, mais est-ce que quelque chose est prévu pour essayer de redynamiser ou d'offrir une seconde jeunesse à ces commerces qui ont fermé? Parce qu'il est... monsieur disait qu'il n'achèterait pas dans la Grand Rue parce que ce serait un gouffre. On s'est posé la question sur d'autres bâtiments, l'ancienne pharmacie, etc. Le fait de ne pas pouvoir utiliser son rez-de-chaussée fait qu'il n'y a à peu près aucun programme de rénovation qui est gérable. C'est intéressant. Pareil, on va le noter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, nous avions, lorsqu'on a interdit, oui, c'était fortement déconseillé. Là aussi, Christiane, je regarde Christiane là, parce que nous avions, lorsqu'on a revu nos subventions, nous avions créé une subvention qui était la suivante. Rénovation, restauration, je ne sais plus comment c'est libellé, mais de local commercial en logement. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Mais voilà. J'ai vraiment eu un courrier qui me disait l'inverse. Oui, c'est très surprenant. Voulez, c'est pas parce que j'ai pas je ne pense pas qu'on... En fait, ce qu'on sort comme cours en général, enfin, mais il faut qu'on vérifie. Parce que quand on a une déclaration d'intention d'acheter, donc en mairie, lorsqu'on a ça en mairie, on écrit au futur acquéreur pour lui dire que, attention, vous êtes, en gros, vous êtes dans un périmètre là ou pas, mais quoi qu'il arrive, lorsque vous envisagerez des travaux, il faut venir en mairie, quoi. Enfin, c'est le leitmotiv, venez en mairie, plutôt que de faire des choses sans autorisation et sans demander quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris, mais on va regarder. Non, mais je dis juste parce qu'on a mis en place. Non, mais parce qu'on a mis en place cette subvention, et donc le seul courrier, parce que je le signe, le courrier, c'est effectivement, c'est si vous achetez, en gros, on dit la chose suivante: on est très heureux que vous deveniez propriétaire à Sarre-Union. Voilà, c'est la première chose. Mais on précise quand même, et on se permet de dire quand même, attention, il faut, dès que vous avez envisagé de faire des travaux dans votre maison, ou toucher à votre façade, vos fenêtres, il faut faire une déclaration de travaux ou un permis de construire. Voilà, en gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on va vérifier ça de près. Alors juste, pour finir sur cette ligne de subvention que nous avons mis en place, et qui concernait évidemment la transformation de local commercial, parce qu'on sait très bien que dans la Grand Rue, on n'aura plus tous les commerces comme on les avait, mais cette subvention existe. Et lorsqu'on l'a mis en place, on s'était dit, tiens, ça va peut-être donner des idées. Et malheureusement, on a eu, je me permets de le dire, 0 demande. Alors, à un moment, on s'est dit, peut-être que le montant de la subvention est peut-être un peu trop faible. Mais même, vous voyez, je veux dire, parce qu'à un moment donné, quelqu'un se dit, tiens, j'ai lu ou j'ai entendu, vous faites des subventions, vous donnez des subventions, moi ça m'intéresse, mais peut-être que le montant est trop faible. Enfin, j'en sais rien. Mais on a eu 0 demande. Alors moi, je veux bien qu'on en reparle, parce que je me suis posé la question pour moi. Mes parents ont acheté sur la place de la République. Mon frère a acheté dans la Villeneuve. On en avait, mes parents veulent encore acheter un bâtiment, et on reste tous les 4 bloqués sur cette question des rez-de-chaussée où on a une difficulté. Ouais. Et quand ils ont pris contact avec la mairie, ils n'avaient pas non plus compris qu'il y avait une subvention pour le réaménagement des commerces. Donc, non, mais il faut peut-être qu'on recommunique effectivement un peu différemment, parce que nous, clarifier la com. Conseil municipal, on est toute la journée, comme on a l'habitude de le dire, la tête dans le guidon. On ne se rend peut-être pas forcément compte que nos communications, parce que nous on sait, mais on ne se rend peut-être pas forcément compte que nos communications ne sont pas les plus performantes. Mais vraiment, on va regarder ça, parce que comme dit, le courrier, là, il faudra vraiment qu'on vérifie, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir signé un courrier. Non, mais l'histoire d'interdiction du local. Mais on vérifie. Oui, vous avez raison. Absolument raison. Non, on est d'accord.
Oui, pardon, monsieur. Bonsoir. J'ai juste une question par rapport à la mise en place du SPR. Concrètement, vous parliez des différentes étapes de la mise en place, du règlement, etc. À date, aujourd'hui, est-ce qu'on est déjà officiellement dans le SPR ou est-ce qu'il va y avoir une date où c'est officiellement le cas? Tu peux répondre. On est déjà aujourd'hui en site patrimonial remarquable, tout à fait. Donc il y a le principe du périmètre et en dehors du périmètre, et avec l'adaptation, où aujourd'hui, quand on est en dehors du périmètre, il n'y a plus besoin de faire une demande à l'architecte des bâtiments de France. Donc ça simplifie ce qui est à l'extérieur et ça clarifie ce qui est à l'intérieur. Voilà, et du coup, le fait d'écrire aussi un règlement, en soi, quand on pratique ce type de travaux, c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir demander si on peut ou pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une aide initiale, une clarification lorsqu'on écrit ce qui peut être fait ou pas. Le PVC, par exemple, ne sera pas systématiquement refusé. Il pourra y avoir, pour les immeubles qui sont moins intéressants, il pourra y avoir des fenêtres en PVC. Mais sur les immeubles les plus exceptionnels, les fenêtres en PVC ne seront pas adaptées. Et pour continuer à répondre à la question des délais, donc on est déjà en site patrimonial remarquable, le règlement est en cours d'élaboration, donc il va passer à différentes étapes, il doit passer sans doute en fin d'année à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, et ensuite il y aura une enquête publique. Donc l'enquête publique devrait être probablement pour début de 2026, je pense qu'on est plutôt, et à ce moment-là, le règlement et donc le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine sera actif. La mise en valeur du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine permet aussi, alors il y a des cadres spécifiques, mais permet aussi d'obtenir de la défiscalisation. Voilà, pour les investisseurs, ça peut être intéressant. Et puis il y a des aides. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier les aides de la CEA qui sont de plus en plus élevées. Pour une fois qu'il y a des subventions qui augmentent, ça fait déjà 1 an que les subventions de la CEA pour le patrimoine bâti, de la collectivité européenne d'Alsace, ça fait déjà 1 an que les subventions ont augmenté. Donc du coup, pourquoi? Parce que tout le monde a compris que la réhabilitation du bâti ancien, c'est aujourd'hui un enjeu non seulement patrimonial, mais c'est aussi un enjeu de développement durable. Quand vous regardez la manière dont s'est constituée la ville jusqu'à présent, on avait pour habitude de construire à l'extérieur, de faire des lotissements et de construire et de continuer à construire. Et puis les bâtiments les plus anciens, on les laissait. Aujourd'hui, le fait que, vous avez peut-être entendu parler de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui est une contrainte écologique, on peut l'appeler comme ça, mais qui a un objectif tout à fait louable, mais qui peut parfois être un peu compliqué sur certains territoires. Mais cette loi va amener à faire qu'on ne va plus utiliser des terres agricoles pour construire du bâti neuf, mais on va travailler sur les zones déjà construites, et notamment les centres historiques. Et donc la transformation des centres historiques, c'est l'enjeu de demain. Et c'est pour ça que les politiques de l'État, les politiques des collectivités se dirigent dans ces objectifs-là. Et vous pouvez être fier d'habiter dans un site patrimonial remarquable parce que c'est la définition d'un espace qualitatif et d'un espace qui va continuer à être protégé avec un objectif de le protéger à long terme. Le lotissement des années 70, on s'y intéressera plus trop dans 50 ans. Alors que ce patrimoine bâti, on s'y intéressera encore plus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cet objectif de le préserver et de le valoriser. Je ne sais pas si j'ai pu... Oui, mais juste concrètement, donc on est déjà dedans. Est-ce que vous avez une date? Est-ce que depuis telle date, on est officiellement SPR? Est-ce que ça a été publié quelque depuis part? L'arrêté préfectoral qui était... Tu me l'avais noté, je crois. Hein, 8 novembre 2023, arrêté ministériel de classement du site patrimonial remarquable de Sarre-Union. D'accord. Okay. Arrêté ministériel. Ok. Et juste une dernière question rapide, parce que je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent le micro. Est-ce que, monsieur le maire, vous avez 5 minutes et madame Maurer à me consacrer tout à l'heure pour un cas personnel? Oui, bien sûr. Venez, à la fin, bien sûr, okay. Sans problème. Attends, juste madame Brouder, juste Baptiste, derrière. Madame Brouder. Je suis donc la propriétaire de la maison Renaissance. Et malheureusement, depuis environ une 30aine d'années, nous sommes embêtés par des pigeons. Et donc, je rappelle ce problème à la mairie pour avoir de l'aide, pour être débarrassé des pigeons.
Malheureusement, une dame qui habitait dans la rue des Tourneurs les a attirés, malgré les conseils que lui donnait mon mari de ne surtout pas les nourrir. Et depuis, nous vivons dans le caca des pigeons. Je ne peux pas employer d'autres termes. Il y a 2 petits-enfants qui habitent dans cette rue. Ils doivent respirer les plumes, les déjections. Et je ne sais pas ce que nous pourrions faire, car mon mari a embêté M. Broom de très nombreuses fois. On a apporté quelques petites solutions, mais on n'a pas trouvé une solution définitive pour en être débarrassé. Alors, juste par rapport à cette question, ou à cette remarque, plutôt, alors nous avons régulièrement des opérations contre les pigeons. Enfin, je sais pas, pour faire en sorte qu'on puisse capturer des pigeons. Enfin, capturer, on les capture et puis quick, quoi. Mais tout ça se fait dans les règles de l'art. Alors Richard, donc on avait donc rue des Juifs, la maison Schwartz qui faisait l'angle, enfin qui fait l'angle. Donc à un moment donné, les pigeons étaient là-bas. Après, il y a une difficulté effectivement sur ceux qui les nourrissent, machin. Enfin, ça c'est un autre problème, mais vous avez raison, hein, Madame Brodère. Et donc on avait fait une opération et on avait capturé combien de pigeons ? Combien ? 400 pigeons. Donc, alors on a, évidemment, quand je dis on fait ça dans les règles de l'art, on fait appel à quelqu'un qui est assermenté pour s'occuper des pigeons. Donc il est arrivé, et puis avec un fusil, enfin je sais pas quoi, hein, enfin il voulait évidemment les... Et devant le nombre, donc il est rentré, il les prenait, et voilà, pour ça je dis machin. Et puis 400 pigeons ont été débarrassés d'un coup. Donc, pour vous répondre, hein, donc régulièrement on fait des opérations, évidemment, mais malheureusement, enfin, voilà, on a régulièrement aussi des pigeons qui reviennent. Donc il faudra effectivement qu'on se préoccupe, mais avec Richard, chaque année, on se dit, à un moment donné, il faut qu'on trouve une date pour pouvoir, et puis faire en sorte que cette personne assermentée qui vient du Haut-Rhin, hein, je crois, Richard, ou près du Dabo, ouais, ok, donc elle est un peu plus proche, mais cette personne assermentée vienne, trouve une date, et puis on s'occupe effectivement de ça. Alors le truc, c'est il faut qu'on arrive à les faire rentrer dans un endroit calfeutré, et ensuite s'en occuper, quoi. Baptiste, tu voulais ? Je vois si tu veux peut-être venir juste, Baptiste. Pour les chats, alors pareil, hein, on fait des opérations de castrage des chats. Alors, et les pigeons et les chats, c'est Richard le spécialiste. Non, mais vraiment, on fait 2 fois par an des opérations avec la SPA, hein, Richard. Donc la SPA vient, donc essaie d'attraper les chats. Il y en a une dizaine par opération. Fait une castration des chats, il les relâche. Mais vraiment. Mais après, voilà. Mais vraiment, c'est des sujets dont on se préoccupe. Alors, oui, non, mais c'est ça. Donc, il y a des gens qui les nourrissent. On a un KIC, qu'on a une petite difficulté à l'heure actuelle, parce qu'on a les voisins qui viennent nous voir, quoi, qui nous préviennent, quoi. Oui, Baptiste, vous voulez ? Oui, moi, je voulais juste rebondir sur ce que monsieur disait tout à l'heure. Par rapport aux locaux commerciaux, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, moi, ma question, c'est est-ce que vous avez essayé de les louer, monsieur ? De les louer en tant que local commercial. Non, parce que le local commercial donne directement dans mon salon. D'accord, ok. Parce que j'entends souvent la Grand Rue, c'est triste, j'entends, mais je suis adjoint en charge des commerces. J'ai plusieurs demandes par mois de gens qui ne trouvent pas de locaux, donc à louer, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de locaux vides, mais les gens ne les louent pas, alors pour des raisons des fois comme les vôtres. Très difficile de le séparer, d'accord. Mais parce que la question toujours, oui, qu'est-ce qu'on fait pour la Grand Rue, mais il y a des gens qui voudraient venir dans la Grand Rue. Malheureusement, ils ne trouvent pas de locaux, donc c'est bon de le rappeler aussi de temps en temps. D'ailleurs, on le voit, il y a plusieurs commerces qui se sont installés les 2 dernières années. Mais donc, il y a de la demande pour ceux qui voudraient proposer de l'offre. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, attendez, juste, il y a M. Muller, là, juste, permettez. Vas-y, René, vas-y. J'ai un petit problème.
Je voudrais refaire ma façade, mais malheureusement, je ne peux pas. Devant ma route, sur ma route, il y a des pavés. Ça fait des années qu'ils se sont tassés. Avec une petite pluie ou une forte pluie, les voitures qui passent, ma femme ouvre la fenêtre, on a l'eau dans la salle à manger. Que dois-je faire? Ça fait 15 ans, minimum, que j'ai déjà demandé qu'on refasse ces pavés. Vous êtes sûrement au courant, M. Oswald aussi. Et rien ne bouge. Alors, l'avantage, René, quand on est dans une réunion publique devant tant de témoins, c'est qu'on va maintenant vraiment s'en occuper, quoi. Non, mais parce que là, on n'a plus le choix. Là, on n'a plus le choix. Là, on ne peut pas dire. Je l'espère. Parce que non, mais là, on n'a plus le choix. C'est même pas pour... Non, mais j'entends. Pas ma façade, mais c'est tous les gens qui Après, passent. c'est des flashs, on appelle ça des flashs. Voilà, exactement. Ouais. Et je suis sûr, si le jour où vous en prendrez une, vous ne rigolerez pas non plus. Non, mais René, c'est côté... voilà, il faut dédramatiser, mais j'entends ce que tu dis, mais c'est pour ça que je dis. Souvent, quand on est ensemble, en conseil, maire adjoint, conseil, on se dit souvent, attendez, là, il y a une difficulté. Il y a une difficulté dans la ville. Est-ce qu'on l'accepterait, nous? On se pose des questions et on est tous là. Ben non, on l'accepte pas. Donc il faut le régler. Faut le régler, quoi. Bon, je crois que... Non, mais là, ce soir, là, nous, de toute façon, si je fais pas, on est mort, quoi. On est d'accord? Oui. Et je pense que vous y pensez aussi. On va s'en occuper. Oui, allez-y. Pardon. Attendez, on vous donne le micro juste. Oui, pour les vieilles maisons qui ont, disons, 300 ans, les fondations, c'est fait avec des pierres de sel. Donc, il y a toujours de l'humidité qui sort. Et ça ira au sous-sol et puis bien à 1 mètre de la route. Il y a toujours les bas de maison c'est toujours humide. Le sel, il sort quand c'est humide ou bien à la fin de l'hiver. C'est des pierres de sel, elles sont noires. Et il y a le sel qui sort. Le sel qui sort, c'est le salpêtre. En fait, il y a dans les maçonneries anciennes, en effet, les fondations, c'était pas en béton. Et il n'y avait pas de torpop, le papier bitumineux, qui évitait que les remontées d'humidité aillent plus haut. Aujourd'hui, il faut savoir que les problèmes, c'est parce qu'on a utilisé les mauvais matériaux en réhabilitation qu'on a plus de problèmes d'humidité. Par exemple, les gens, ils ont bétonné les caves, ils bétonnent le sol des caves, et du coup, ils ont eu plus de remontées d'humidité dans la cave et plus de salpêtre dans le mur. Ou alors, beaucoup de fois, il y a un enduit au ciment qui a été mis dans le soubassement. Quand on empêche l'humidité de sortir des maçonneries, surtout dans la cave et en soubassement du rez-de-chaussée, si on empêche l'humidité de s'évacuer, eh bien, on va faire monter l'humidité plus haut et on va créer d'autres désordres. Il va y avoir du salpêtre dans le séjour, dans différents endroits. Donc c'est en fait une problématique de technicité. Et comme disait monsieur, la réhabilitation, on n'utilise pas les mêmes techniques que dans le bâti neuf. Et donc il y a des attentions particulières à avoir dans le bâti ancien. Aurélie Visser, donc salariée au parc, peut vous conseiller gratuitement sur ces problématiques-là. Et c'est un peu normal d'avoir du salpêtre dans une cave ancienne. On aimait bien avoir un peu d'humidité dans une cave, que ce soit pour conserver le vin ou pour mettre les patates. Donc voilà, la cave ancienne, c'est pas la cave de la maison moderne où on va mettre la buanderie. Donc c'est une approche particulière. Il faut comprendre le mode de fonctionnement du bâti ancien. C'est pas forcément la même chose que le bâti récent. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est pas une buanderie, c'est encore une cave voûtée. Et de la terre au sol. Terre battue. Voilà. Alors c'est parfait. Et rassurez-vous, le salpêtre ne va pas remettre en cause la stabilité de votre maison de 300 ans. Moi, je voulais poser une question par rapport aux poubelles qui sont dans les rues. Alors, il y a des gens où il faut monter des escaliers, donc c'est peut-être pas très pratique, ou qui, je ne sais pas s'ils n'ont pas de cours, mais est-ce que dans ce plan, il y a quelque chose de prévu pour où est-ce qu'on pourrait mettre ces poubelles? Alors ça, c'est une vraie difficulté, une vraie réflexion que l'on a.
Alors déjà, juste pour vous dire que le marché des poubelles va être renouvelé d'ici 2 ans à peu près. La première chose que je vais demander, c'est déjà qu'on passe à un autre moment que le vendredi. Alors c'est jeudi la Villeneuve et vendredi sa réunion, juste pour vous dire pourquoi. Parce que quand le gars ne rentre pas sa poubelle, elle est dehors tout le week-end, quoi. Donc, première toute la chose. semaine. Non, il y en a qui oui, sont oui, jamais rentrés. oui, non, mais bien sûr, non, mais bon, voilà, ou au moins tout le week-end. Alors ensuite, on a Cyril Schaeffer, notre policier municipal. Donc, s'il y a une poubelle toute la semaine, c'est qu'il y a quand même un souci, c'est que lui, il est en charge aussi de vérifier tout ça, quoi. Alors, donc, à un moment donné, lorsque les poubelles ont été distribuées, on avait tous le numéro, le numéro, donc c'était plus simple à identifier. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins parce que les numéros des bacs sont anciens. Pour ceux qui ont encore moi j'ai le premier bac qui ont été distribués, donc sont anciens. Les choses ont disparu, mais on essaye quand même de faire en sorte qu'on puisse, à un moment donné, interpeller les propriétaires pour qu'ils les rentrent. Alors ceux qui ont des difficultés, je parle Grand Rue. L'immeuble en haut de la Grand Rue, près de la maison Renaissance, qui fait l'angle, le 42 Grand Rue. Là, parfois, c'est un peu compliqué, mais les locataires, propriétaires, ils ont la possibilité de sortir des sacs. C'est le seul endroit à Sarre-Union où on peut sortir le matin le sac poubelle et les ramasser. Voyez, parce qu'on a ce périmètre, vraiment le centre très ancien, où on a des difficultés, effectivement, où les gens ils n'ont rien, ils ont pas d'endroit pour rentrer les poubelles. Alors, c'est aussi un peu difficile de rentrer un bac dans son couloir, quoi. Enfin, très honnêtement. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a sur ce périmètre, évidemment, des dérogations qui permettent aux gens de sortir des poubelles. Donc, après, la difficulté aussi, quand je dis ça, c'est que bien, si tu as la poubelle verte toute la semaine, c'est compliqué aussi, hein, parce que bon, avec les fermenticibles et des choses comme ça. Après, il va falloir effectivement qu'on soit plus vigilant sur le fait que les poubelles doivent être rentrées au plus tard le soir du ramassage, quoi. Et c'est un sujet sur lequel on essaie de trouver des solutions. Alors, ceux qui les ramassent, en tout cas, les entreprises qui les ramassent, eux, ils nous disent, alors on l'a fait hein, à certains endroits, on l'a fait, il faut des points de collecte, hein, donc ça veut dire qu'il faut rapporter sa poubelle à tel endroit. Donc c'est il y a, je sais pas, il y a 5-10 poubelles, hein, et ensuite elles sont ramassées, et ensuite il faut venir les récupérer et les ramener. Pour ceux qui ont des bacs. Hein. Mais c'est une vraie préoccupation parce que, je veux dire, c'est ce qu'on dit toujours. Alors, aujourd'hui, on est sur le SPR avec tout ce qu'on souhaite faire, avec tout ce qu'on souhaite faire pour préserver le patrimoine, mais c'est Claude Bortoluzzi qui s'est occupé du fleurissement à Sarre-Union, mais quand on a commencé effectivement à fleurir et avoir des prix pour le fleurissement, moi ça me gênait toujours de dire que c'est bien d'avoir une fleur ou 2 fleurs, mais d'un autre côté, si à côté du bac fleuri, tu as une poubelle qui traîne toute la semaine, c'est pas terrible non plus, quoi. Enfin, c'est des vraies préoccupations, mais c'est des préoccupations hebdomadaires. Enfin, parce que souvent après le ramassage, vous retrouvez des bacs. Alors, je répète, hein, notamment sur Sarre-Union, parce que dans le coin là, de la mairie, qui sont dehors toute la semaine, enfin tout le week-end. Bah, la Villeneuve aussi. Les Villeneuve, non, mais c'est pour ça que j'entends, hein, Evelyne, hein, ce que vous dites. Hein. Fleurer, c'est pareil. Non, mais c'est ça. On est d'accord. Fleurer, alors là, il intervient assez souvent. Cyril, il intervient. Bon, voilà. Oui, on écrit. On avait à un moment donné à la Villeneuve, on avait le bâtiment qui fait l'angle, le fameux bâtiment qui fait l'angle, rue Place des Tilleuls. Enfin, je ne veux pas trop citer l'ancien propriétaire qui a vendu, mais là, c'était compliqué. Hein, donc. Mais vas-y, René. À la Villeneuve, au bâtiment du GIC, par l'école maternelle, il y a 2 poubelles qui pèsent depuis le mois d'août. Collées au mur, il faut juste mettre le feu. Non, mais on va les récupérer. Hein. On les récupère, c'est tout. Hein. Si elles sont là, si elles ne bougent pas, on les récupère. Alors là aussi, hein, si vous constatez des dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, quoi, en disant voilà, simplement. Alors, et on ne dira pas, ça c'est un tel, c'est Dupont, c'est Durand qui nous a dit, hein, je vous rassure. Hein. Vous pouvez le faire très sereinement. S'il y a vraiment une difficulté, vous pouvez le dire, quoi. Angèle ? Qu'il voulait juste savoir comment, en tant que propriétaire, on peut savoir si sa maison est classée remarquable ou pas.
tout en étant dans le périmètre. Alors ça va être oui, elle sera établie avec on est en train de l'établir quoi, avec Michael, donc qui nous a rejoint depuis le mois d'octobre dernier. Donc il y a régulièrement des sorties, hein, donc on va regarder vraiment cas par cas, et ensuite ce sera voilà. Pour la fin d'année, je pense qu'on sera prêt. Pour le règlement, Michael, on sera prêt quand? Bon, lui nous met la pression, mais on sera prêt quand? Espère. Alors Jean-Christophe? Oui, alors on est en train d'avancer sur le règlement. Le plan de repérage du type de bâtiment a été fait et est en train d'être confronté avec le repérage des élus sur le terrain. Donc il y a un fort investissement des élus pour pouvoir confronter les points de vue sur ce qui est à protéger ou non. Donc ça va être fait, défini avant l'été. Hein, et puis après, une fois que le règlement est aussi défini, il y a tout un délai administratif pour passer à la commission régionale et ensuite l'enquête publique pour début 2026. Et lors de l'enquête publique, vous aurez bien sûr accès aux cartes avec une légende graphique qui vous permet de voir, comme sur le plan ici, bâtiment protégé, bâtiment non protégé. Vous voyez ? Voilà, donc en fonction de la couleur. Oui, pour vous dire aussi que on discute sur les intérêts, hein, donc ils ne sont pas forcément partagés dès le départ. Chacun, hein, que ce soit nos techniciens, entre guillemets, et les élus, alors on discute, on échange, et à un moment donné, donc, il y a une espèce de modus vivendi qui dit que oui, effectivement, il y a un intérêt, et c'est vrai que on écoute quand même, hein, puisque ce sont quand même des professionnels du patrimoine, et parfois on se dit qu'il y en a peut-être un peu moins. Donc c'est aussi des confrontations d'idées, parce que nous, notre vision, elle est peut-être plus comme vision d'élu que vision de technicien en tant que tel. Et ça aussi, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça perdure, quoi. Le propriétaire n'a rien à dire, c'est imposé aux astreints en disant voilà. Oui, enfin, il y aura l'enquête publique. Hein. On ne peut pas discuter. Il y a l'enquête publique, hein, pour ça. Hein. Après, il y a des procédures, et les procédures sont ce qu'elles sont. Ouais, je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes publiques. C'est pour ça qu'on fait des réunions publiques. Voilà. Et ça, on est informé des réunions publiques quand il y en a? Bah oui, comme là ce soir, quoi. Ah, d'accord, c'est une invitation qu'on a? Oui, non, mais c'est comme ce soir. On fait une diffusion large. Donc, voilà, réunion publique. Et puis, l'enquête publique, alors c'est pareil, ce sera dans la presse, ce sera dans le bulletin municipal, ce sera sur le site internet de la mairie, quoi. Donc, voilà. Oui, là, vous avez courrier pour ça, hein, effectivement, pour expliquer ce que c'est, quoi. Hein. L'idée du site patrimonial, hein, effectivement. Oui, pour inviter. Ouais. Et donc, si on est dans ce périmètre, quelle que soit la nature des travaux qu'on veut faire, il faudra toujours faire une déclaration. Oui, mais c'est le cas aujourd'hui, Michel. Même si on veut juste remplacer une porte Oui, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Alors, périmètre, espère ou pas, quoi. C'est même si tu es si tu es en dehors de tout ça, quoi. Tu vois, je veux dire, si tu es près du stade de foot, pour te dire qu'on est vraiment loin des périmètres, dès qu'on touche effectivement à sa façade, aux ouvrants, il faut une déclaration de travaux à minima, quoi, pour vérifier que ça correspond au plan local d'urbanisme, quoi. Voilà, écoutez, ouais, Pascal, peut-être la dernière, hein, parce que je vois que pas mal de gens nous ont déjà quittés, mais vas-y. Le souci d'une maison qui est à l'abandon, qui est laissée à l'abandon par les propriétaires, et qui est vraiment, il y en a près de chez toi, là. Hein. Ouais, l'angle entre rue des Remparts et rue Sainte-Montée, il y a une réglementation en l'occurrence ou pas Est-ce que vous avez des marges de manœuvre par rapport aux propriétaires? Parce que ça fait maintenant plus de 25 ans qu'elle est vraiment à l'abandon. Et alors, il y a des chats, il y a tout, il y a des rats, il y a tout ce qu'il y a. Tant qu'il faut, en fait, comment je veux dire ça, mais tant qu'il n'y a pas un péril ou tant que ça ne menace pas si, de s'effondrer. La commune a mis déjà des barrières de sécurité. Mais voilà. On a fait un péril, je pense que la maison à Bouddha, c'est la maison à Bouddha. On a fait un péril, hein. Non, on a lancé la procédure. C'est pas à Bouddha. Non? C'est à côté. Ah, c'est à côté. Comment? Schuster. Ah oui, pardon. Oui. En fait, mais écoute, mais c'est un... ouais. Et
Je veux dire, non, mais la procédure est lancée. Mise en péril. On essaye d'embellir, mais... Non, mais tu as raison. Côté, ça fait plus de 25 ans. Oui, la procédure est lancée. C'est compliqué, quoi. On l'a fait quand, Christiane, il y a déjà un moment. Hein. Et du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça dure un peu, hein, parce qu'il y a des expertises qui sont diligentées par le tribunal judiciaire de Saverne. Ensuite, il y a des confrontations sur ces expertises. Voilà. Donc, c'est des procédures un peu longues, quoi. Oui. De quoi? Ouais, c'est pour cette rue des Remparts, là. Des fois, on n'arrive même plus à passer en voiture, tellement je l'ai déjà signalé plusieurs fois, et c'est nettoyé une fois par an, c'est quand il y a la foulée des remparts, c'est tout. Bon, on vérifiera ça, ouais. Je sais pas. Mais c'est quoi le problème de la rue des Remparts? Parce qu'on l'a faite à pied il n'y a pas longtemps, là, Ouais, en long et en large. Elle a été nettoyée, et puis il n'y a personne qui nettoie. Non, mais là, non, c'est pas en automne, là, on parle de Esper, hein, c'est pas en automne. Quand on était là, les sorties qu'on fait, là, c'est quand? Là, c'était il y a 3 semaines. Allez, à tout casser. Le temps passe, mais... Ah oui, d'accord. Oui. Il y a des ronces, il y a tout qui... Tu parles de ça, Christian, tu parles de ça? Oui, ok, pardon. Non, mais je pensais qu'il y avait des détritus par terre ou des choses comme ça, quoi. Si c'est aux propriétaires de nettoyer, il faut leur signaler. Oui, sauf que si c'est une maison abandonnée, machin, c'est plus compliqué, quoi. Mais c'est jusqu'au bout de la rue, hein. Non, mais j'ai dit, si c'est le cas, voilà. On écrit régulièrement aux gens pour qu'ils taillent leur haie, pour qu'ils s'occupent, tu sais, quand les haies dépassent les clôtures, des choses comme ça. Hein, il y a régulièrement, c'est notre policier municipal qui est en charge de ça, il le fait. Hein. Bon, écoutez, voilà, moi je voudrais, on va terminer là-dessus, si vous voulez bien. Je vous remercie déjà parce qu'il y a eu plus d'une demi-heure de questions-réponses. Merci en tout cas de vous être déplacés, d'avoir consacré une partie de cette soirée à cette réunion publique. Bonne rentrée à toutes et à tous, et puis à bientôt pour une prochaine réunion. Ceux qui sont intervenus, qui venez juste pour qu'on discute encore 2 mots là. Merci.